la justice s'acharne sur les opposants, laisse libres les responsables des principaux crimes économiques et financiers, violation de la Constitution. Vous pouvez voler au Congo, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous vous promenez comme vous voulez. D'ailleurs, il y a quelqu'un du PCT qui a déclaré que sa conception à lui, ce n'était pas que les gens qui ont volé aillent en prison. Et dit-on que cette personne aspire à devenir président du Congo. Donc, quand vous posez ces problèmes de gouvernance, vous êtes un homme à éliminer. Combien de réunions? J'ai été informé de la multitude de réunions qui a lieu dans les milieux du pouvoir pour dire qu'il faut régler le problème de Mirassa. Mais ce problème, ils ne peuvent le régler qu'en m'éliminant. Mais comment ils vont m'éliminer? Moi, je suis là, je continue mon combat. L'État congolais complote contre des citoyens. Au monde, il n'y a qu'au Congo que je vois ça. C'est-à-dire que l'État congolais s'organise pour créer des preuves, des fausses preuves, pour incriminer les gens et faire en sorte qu'ils soient emprisonnés, qu'on les réduise au silence. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir encore choisi Télar TV. Renouvellement du Sénat congolais, affaire Figa, menace ou complot contre des opposants congolais. Voilà qui sera au centre de cette interview. J'ai le plaisir de recevoir encore sur ce plateau Clément Mirassa, président de la Fédération de l'opposition congolaise. Bonjour Clément et merci d'être encore avec nous sur Télar TV. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Je vous remercie de me donner encore cette opportunité de m'exprimer sur votre chaîne. Merci Clément. Bonjour, bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois sur Télar TV. Faites comme les autres. Cliquez sur le petit pouce levé en bas de cette vidéo. Partagez l'émission pour évidemment nous aider à parfaire notre référencement et si possible, laissez-nous un petit commentaire à la fin de cette émission. Moi, c'est Christian Perrin. Alors, Clément Mirassa, l'actualité congolaise, vous le savez, est dominée par l'affaire Figa, le fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Un membre du gouvernement Coliné Makosson, la personne de la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, est incriminé dans un scandale de détournement de fonds du Figa. Ce qui est curieux, c'est que l'affaire fait grand bruit. Et donc, je voudrais savoir avec vous, qu'est-ce qui peut expliquer les proportions que prenne cette affaire alors qu'on a bien connu d'autres scandales de corruption que vous connaissez très bien. Monsieur Christian Perrin, j'ai déjà eu l'occasion de dire sur votre chaîne que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde. Son indice de corruption est de 2,79 sur 10 et le Congo fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. J'ai déjà également attiré votre attention sur le fait que l'Angola, à côté de nous, a récupéré les fonds qui étaient dilapidés du Trésor. Nous avons connu également le cas un peu plus lointain de l'Arabie saoudite. Et au Congo, nous sommes dans une situation terrible. Vous savez que le programme qui s'exécute au Congo ou le projet de société, c'est En marche pour le développement, mais vous ne pouvez pas rechercher le développement et tolérer la corruption. Vous ne pouvez pas rechercher le développement et tolérer les détournements des deniers publics, la fraude, la concussion et autres. Et aujourd'hui, je me réjouis parce que, M. Christian Perrin, le système du PCT est en train d'être mis à nu. Il suffit de suivre leurs propres déclarations. Permettez-moi de vous rappeler que lors de son discours d'investiture en 2009, le président Sassou lui-même avait bien dit le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de détournement de fonds publics, de fraude et de concussion. Et il a bien indiqué lui-même. Et là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Je vous ai souvent dit, c'est lui-même qui a fait ce constat, cet aveu. Mais on n'a jamais compris l'impuissance qu'il y avait à véritablement résoudre ce problème. Et nous avons conclu, et nous avons assez souvent dit, qu'il y avait un manque de volonté politique. Monsieur Christian Perrin, les scandales au Congo, ils sont fréquents. Vous ne parlez que du FIGA, mais vous savez bien que dès le début de l'année, nous avons connu l'affaire d'Orion Hall. Et dans l'affaire d'Orion Hall, vous savez,
Pour une fois encore, le président de la République a été cité. Et quand le président de la République a été cité, qu'est-ce que nous avons vécu? Nous avons vu le PCT qui a réagi en disant que c'était de la diffamation. Le porte-parole du gouvernement, M. Thierry Mungala, a annoncé avec fracas que le gouvernement allait porter plainte et que le président de la République allait porter plainte. Nous nous en sommes réjouis. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'une fois, la vérité va triompher, parce qu'il va avoir la confrontation et ça. Mais je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, aucune plainte n'a été faite. Et nous nous posons la question, Évidemment, pourquoi? pendant que vous parlez du porte-parole du gouvernement congolais, M. Thierry Mungala, qui monte souvent au créneau dans ce genre d'affaires, et curieusement, dans l'affaire Figa, on ne l'entend pas. J'en arrive, M. Christian Perret. Et vous allez comprendre que le porte-parole du gouvernement ne peut pas intervenir dans cette situation. Je vous ai rappelé ce que le président s'assoit dit en 2009, mais il ne s'est pas arrêté là. En 2016, il a parlé de rupture et il a appelé à la dénonciation. En 2017, il s'est plaint, il a constaté que le mot rupture qu'il avait utilisé était tourné en dérision. Mais en 2018, il dit quelque chose de très fort. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre le bout de papier pour que je ne me trompe pas dans la citation qu'il a faite. En 2018, dans son message sur l'état de la nation, le président Denis Sassou Nguesso dit ceci. Je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quel qu'il en soit, il n'y aura ni menus fretin, ni gros poissons. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Les choses sont claires, messieurs. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi depuis cette loi ne s'applique pas, surtout qu'on est dans un système où on est censé avoir un appareil, le système judiciaire qui est indépendant. Pourquoi ça ne s'applique pas? Donc, quand vous venez à l'affaire du Figaro, je vous dirai tout simplement d'abord parce qu'on est au mois de mars et cette femme, l'une des personnes en vue dans cette affaire, c'est la ministre Lydia Jacqueline Mikolo, c'est le mois de la femme. Je suis triste. Deuxièmement, je suis triste parce que généralement, les femmes n'apparaissent pas en premier plan dans nos coutumes, dans les affaires de détournement, etc. Mais pour moi, le Figaro, ce n'est que la goutte d'eau qui peut déborder le vase. Vous savez bien que ces problèmes sont connus. Nous avons souvent parlé des Panama Papers. Nous avons souvent parlé de la route imaginaire de 137 km. Nous avons souvent parlé d'autres affaires. Mais ce qui est difficile à comprendre, M. Christian Perret, et je vais encore vous faire un rappel. En février 2018, M. Isidore Mbouba annonce avec fracas à l'Assemblée nationale que l'Assemblée nationale a pris la décision de s'occuper des délinquants, de faire la guerre aux délinquants économiques. Par la suite, la majorité présidentielle a fait un certain nombre de déclarations pour dire qu'il ne soutenait pas les coupables, pour dire qu'il ne protégeait pas ceux qui sont à la base des crimes économiques et financiers. Et je vous rappelle aussi, pour que je ne me trompe pas, je prends encore une autre déclaration, en février 2019, lors des journées parlementaires sur les antivaleurs du groupe parlementaire de la majorité présidentielle, il avait été relevé qu'on ne soigne pas les antivaleurs par les lois contre le phénomène. Il faut réprimander les détourneurs des biens publics. Et un peu plus tard, M. Axel Armand Zinga Makanda, à l'époque chargé à la formation et aux ressources humaines au niveau du Parti congolais du travail, a donné une phrase forte qui donnait le déclic. Il a dit ceci. S'il est établi que les membres du Parti congolais du travail se sont livrés à des crimes économiques, ils seront châtiés et le PCT sera le premier à les dénoncer. Mais M. Christian Perret, vous savez bien que vous prenez les Panama Papers, que vous prenez le Figaro, je vais vous citer en liaison avec les affaires. Quand vous prenez les Panama Papers, qu'est-ce que vous avez? Vous avez
Jean-Jacques Bouya, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Vous avez Jean-Bruno Richard Itoua, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Vous avez Ondongo Gilbert, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Vous avez Denis Christel Sassou Nguesso, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Vous avez Rodolphe Adada, membre du comité central. Quand vous allez à l'affaire sur les malversations au fonds de soutien au fonds de soutien à l'agriculture, en première ligne, il y avait qui? Mabundu, plutôt qu'on l'appelait. Le ministre Rigobert Mabundu, qui récemment a été rehaussé au bureau politique du Parti congolais du travail. Quand vous prenez le FIGA, en première ligne, vous avez qui? Vous avez Lydia Jacqueline Nicolo, qui venait aussi d'être montée au bureau politique. Vous voyez bien. Est-ce que c'est pour dire que finalement, tout ce qui pille, disons, les finances du Congo font partie du parti, donc le Parti congolais du travail plutôt, le PCT, c'est ça? Curieusement, tout le monde se retrouve. Mais monsieur Christian Perrin, ces noms ne sont pas cités du fait de Mirassa. Ce sont des enquêtes qui ont été menées. Il y en a, dit-on, qui m'en veulent quand je parle des Panama Papers. Mais Mirassa ne travaille pas aux Panama Papers. S'ils doivent être fâchés, ils doivent être fâchés contre le consortium des journalistes. Moi, je suis un statisticien, je suis un homme politique, j'exploite l'information qui est mise à ma disposition. Mais nous constatons effectivement que nous sommes dans un paradoxe au niveau du PCT. Vous avez des gens qui tiennent le langage de la sanction, du développement. Déjà, vous savez, quand vous parlez des Panama Papers, c'est quand même 5 500 milliards déposés dans les paradis fiscaux, donc hors du pays, pour contribuer au développement des autres pays, non pas au Congo. Vous voyez bien qu'il y a un paradoxe. Vous ne pouvez pas être dirigeant du parti au pouvoir et puis favoriser le développement d'un autre pays au lieu de favoriser le développement dans votre propre pays. Donc, pour en venir à l'affaire du FIGA, moi, je ne veux pas trop monter en épingle sur l'affaire du FIGA, M. Christian Perrin. Il y a beaucoup de scandales, il y a beaucoup de scandaleux crimes économiques et financiers. Depuis longtemps, nous avons élevé les voix pour que ces problèmes soient réglés. Ces problèmes ne sont pas réglés. Je suis heureux qu'aujourd'hui, le fait nouveau, c'est quoi en fait, M. Christian Perrin? Le fait nouveau, c'est que les réseaux sociaux ont pris en charge ce problème. Il y a une jeunesse du PCT qui se dit jeunesse progressiste, qui a pris conscience que le FIGA a été mis en place pour contribuer et favoriser l'épanouissement des jeunes, pour favoriser la création des emplois à travers la mise en place d'un certain nombre de projets pour qu'ils puissent s'installer, avoir. Et comment vous pouvez comprendre que dans un projet comme ça, qu'un membre du gouvernement puisse être impliqué, soi-disant, dans des détournements? Oui, mais évidemment, Clément Mirassa, pardonnez-moi, restons un peu à ce niveau-là. On va quand même analyser quelques éléments. C'est vrai que la ministre Jacqueline Lydia Mikolo est incriminée, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore eu un procès, comme qui dirait. Elle est encore présumée coupable. Et la question qu'on va se poser, c'est que nous apprenons également que ce fonds a été créé sous Adlaïde Moungani. Et il se pose aujourd'hui la question de comprendre quelle est la procédure du décaissement, qui est l'ordonnateur, qui autorise quoi, qui a fait quoi, parce que tout le bruit que nous sommes en train de suivre sur les réseaux sociaux, ou même à Brazzaville, puisque les jeunes du PCT, vous l'avez dit tout à l'heure, ont récupéré l'affaire, il devrait tout de même avoir une enquête préalable pour établir les responsabilités. Mais or, il se trouve qu'aujourd'hui, on pointe du doigt une personne, oui, qu'on ne discute pas, parce que de toute façon, nous connaissons le système, comment les membres du gouvernement agissent, mais on peut quand même se poser quelques questions à ce niveau-là, pour être beaucoup plus objectif et pertinent. Est-ce que ce n'est pas une guerre interne qui éclate aux yeux du public, ou comment vous analysez cette situation et pourquoi elle a pris finalement cette ampleur?
On me Monsieur dira une fois Christian n'est pas Perrin, coutume, il y a toujours une fois, une première fois, mais bon, il faut qu'on se pose quand je, même des questions à ce niveau. je ne souhaite pas m'étaler trop sur l'affaire de Lydia Jacqueline Nicolas, mais je vais vous faire quelques remarques, Monsieur Christian Perrin. Écoutez bien. Le 16 février 2016, Jean-Marie Michel Moukoko annonce qu'il est candidat à l'élection présidentielle au cours d'une grande manifestation au Palais du Parlement. Dans la soirée, qu'est-ce qui se produit? Dans la soirée, on fait circuler une cassette sur les réseaux sociaux, comme quoi Jean-Marie Michel Moukoko était en train de De préparer un préparer coup un coup d'État. d'État, voilà. Et les autorités, surtout judiciaires, se saisissent de ça comme pièce pour commencer à poursuivre Jean-Marie Michel Moukoko. Pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi deux poids, deux mesures? Je dis pourquoi deux poids, deux mesures parce que quand il s'agit de Lydia Jacqueline Nicolo, mais les réseaux sociaux sont noyés par tellement de documents. C'est vrai qu'il y a la présomption d'innocence, mais ces documents, sauf si on me dit qu'ils sont avérés faux, mais nous avons compris que ces documents ne sont tombés dans les réseaux sociaux que parce que le directeur général, un certain monsieur Armel Mbouloukoué, est mis en cause et que monsieur Mbouloukoué, qui était le directeur général, semble-t-il, le seul ordonnateur, je ne sais pas comment ça se passait là-bas, a bien mis sur les réseaux sociaux, vous faites mettre sur les réseaux sociaux ces documents. Monsieur Christian Perrin, c'est vrai qu'il y a la présomption d'innocence, mais comment vous pouvez m'expliquer qu'on peut retrouver des factures pour près de 200 millions pour une campagne électorale à Mouyondi, enfin, je ne sais pas si c'est à Mouyondi. Ça veut dire quoi? Comment on peut retrouver des factures comme quoi on a payé des billets à la famille de la ministre pour plus de 100 millions? Mais c'est des éléments 150 qui millions, sont oui. probants. Et ensuite, quand vous suivez la démarche, je ne veux pas m'étaler là-dessus, quand vous suivez la démarche sur les réseaux sociaux, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a eu un comité de direction, que le comité de direction a constaté des malversations. Sur cette base, la ministre a rendu compte au Premier ministre qui a autorisé à la ministre de suspendre le directeur général. Mais maintenant qu'on se rend compte qu'il y a des pièces qui concernent la ministre, quelle est la décision qui doit être prise? Tout le bouquin est là. Alors hier soir, je découvre sur les réseaux sociaux qu'on a appelé, il y a une réunion de la commission économie, finances, contrôle budgétaire de l'Assemblée demain qui va auditionner M. Mbouloukoué, le président du comité de direction, etc. J'espère. Mais si les preuves sont telles que nous les connaissons, il ne s'agit pas, M. Christian Perrin, d'une démarche pour protéger quelqu'un. Si les faits sont là. Et moi, je reste interrogateur. Vous dites comment ça devait se passer, M. Christian Perrin. Mais je suis surpris par votre question. Je suis surpris par votre question. Pourquoi? Dans le Donc, chez monde. nous, toutes les questions sont Non, importantes. non, non. C'est notre travail. Nous posons toutes les questions. Je vais y répondre. Quand vous posez Oui. la question, comment on en est arrivé là? Mais il faut se poser la question. Où sont les organes de contrôle du Congo? Où sont les organes de contrôle? Il y a l'inspection générale d'État. Il y a la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Actuellement, pour ces cas, il y a la haute autorité de lutte contre la corruption. la corruption. Il y a l'inspection générale des finances. On vient de créer un ministère chargé du contrôle d'État. Comment expliquer que dans un pays où on se vante, et Colin Makosso, le Premier ministre, se vante avec ses 12 batailles, de se mettre, de dire qu'il est en train de mettre en place un système de bonne gouvernance? Il a la En fait, preuve. ça veut simplement expliquer que c'est un bourrage qui ne sert à rien, une façon de faire diversion, s'il faut le dire comme ça, parce qu'à côté, on veut aussi flatter le Fonds monétaire international, mais en réalité, sur le terrain, rien ne se fait. C'est ce que cela veut dire. Et toutes ces commissions, ces institutions mises en place ne servent à rien. Mais, Monsieur Christian Perrin, on ne va pas faire plaisir au Fonds monétaire international en protégeant les uns
et en faisant souffrir les autres. Aujourd'hui, M. Christian Pellet, dans tout ce qui se dit, moi, je suis peiné, je suis très triste. J'entends les jeunes qui se lèvent, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Mais pourquoi les jeunes ne se sont pas levés lorsqu'il s'est agi de 14 000 milliards d'excédents budgétaires? C'est pas une enveloppe plus forte? On ne devrait pas s'occuper Qui de concerne davantage d'ailleurs les générations futures, donc la qui jeunesse. concerne. Pourquoi on ne s'est pas levé en ce moment-là? Donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Je vous ai parlé des malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture. Mais il semble que maintenant, on met un accent particulier sur le développement de l'agriculture. Est-ce qu'on n'avait pas besoin de ces moyens pour avancer? Et Oui, mais on va y finalement, venir. M. Clément Mirassa, quelle analyse faites-vous de cette situation finalement? Parce que plusieurs questions se posent, telles que vous êtes en train de les poser là. Pourquoi on n'avait pas, pourquoi, sur telle autre situation, on n'a pas fait tout ce bruit-là? Pourquoi maintenant? Quelle analyse faites-vous de cette situation? Non, l'analyse que je me fais en tant qu'acteur politique, M. Christian Pellet, acteur politique agissant et faisant des propositions. Vous pouvez poser la question à M. Anatole Koliné-Makosso. Je crois qu'il n'a pas reçu autant de demandes, autant de correspondances d'un acteur politique comme Clément Mirassa pour faire à chaque fois des propositions constructives. Il n'y a pas plus de 10 jours, j'ai adressé une correspondance au président de la Cour des comptes et de discipline budgétaire pour lui rappeler qu'en 2006, un engagement avait été pris pour faire l'audit du compte de stabilisation et que jusqu'à présent, ce n'est pas toujours fait. Cet audit devait être fait par la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Et j'ai interpellé M. le Premier ministre, j'ai interpellé M. le Président de l'Assemblée, j'ai interpellé M. le Président du Sénat pour dire qu'étant donné qu'on constate l'incapacité ou l'impossibilité de la Cour des comptes de faire cet audit, mais qu'on appelle un cabinet de réputation internationale pour le faire. Maintenant, quand on le fait, la conséquence, c'est quoi? Quand j'agis comme je fais, M. Christian Pellet, on va peut-être y venir. La conséquence, c'est quoi? Mais c'est qu'on monte des complots pour que Mirassa soit arrêté, qu'il soit mis en prison, qu'on le réduise au silence. C'est ça le drame de ce pays. Ceux qui posent des actes de détournement, etc., ne sont nullement inquiétés, mais ceux qui attirent l'attention, font des propositions, sont gênants. Il me revient assez souvent qu'il y a beaucoup de réunions qui se font. Vous savez quel est l'ordre du jour de ces réunions? Comment faire pour réduire Mirassa au silence? Est-ce que la prison ne serait pas une bonne? Mais maintenant que je le Évidemment, sais, M. Clément Mirassa, on va y revenir. Continuons d'abord avec notre interview. Le deuxième volet de cette interview porte sur en fait, les sénatoriales qui arrivent, vous le savez très bien. Mais avant, il y a une dernière question que j'allais vous poser, toujours sur l'affaire Lydia Mikolo. Vous vous souvenez de l'interview qu'avait accordée Denis Sassou Nguesso chez André Berkoff à Sud Radio, où il disait en substance, en fait, il reprochait aux Français qui mettent souvent leur nez dans les affaires de corruption au Congo. Et en réalité, il s'indignait que ce soit les Français qui s'intéressent à ces affaires-là, mais jamais les Congolais. Donc, en un mot, il voulait dire que les Congolais eux-mêmes, ben voilà, ne le constatent pas, ne l'ont jamais poursuivi en justice. Et pourquoi c'est les Français qui s'intéressent à cela? Maintenant que nous avons l'affaire Mikolo, en fait, qui n'est qu'une goutte d'eau dans la mer, comme on l'a dit, c'est des pratiques courantes au gouvernement congolais. Sinon, le système, j'allais dire PCT ou Denis Sassou Nguesso. Maintenant qu'il y a cette affaire Figa, qu'entend faire l'opposition concrètement? Est-ce que maintenant monsieur, vous allez engager certaines poursuites, vous allez prendre l'affaire en main tout en, bien sûr, en y joignant bien tout ce que vous avez eu à rappeler, ou bien vous allez toujours continuer à être inerte, en train d'observer, de commenter l'actualité, ça va s'arrêter comme ça? Y aura-t-il des monsieur, meetings, des marches, comme on fait d'ailleurs, comme veulent le faire les jeunes du Parti congolais du travail? Est-ce que vous aussi, vous allez organiser les marches, des meetings en salle, peut-être en public? Qu'entend faire l'opposition congolaise? monsieur Christian Pellet, vous m'avez déjà posé cette question. Et avec vous, j'ai lancé un appel à tous les Congolais qui sont désirés de poursuivre et de suivre ce problème.
Je leur ai demandé de se rapprocher de moi pour que nous regardions ensemble ce qu'on va faire. Et je crois que l'idée que j'avais émise à l'époque, c'était de regarder comment porter plainte. Nous sommes en train de recueillir un certain nombre d'avis et nous reviendrons. La marche, on peut l'envisager, etc. Mais regardez, les jeunes de Senghor avaient envisagé de faire un meeting. Vous avez lu la correspondance du préfet qui lui interdit le meeting. Aujourd'hui, M. Christian Pellet, les choses sont en train de changer, les choses sont en train de bouger. Je suis très heureux, mais je sais que le Congo est un pays laïque, mais j'ai ma faiblesse d'être chrétien. Et quand on est chrétien, parfois on dit, les choses sont en train de changer. C'est vrai que nous bougeons, mais il semble que Dieu aussi met un peu sa petite touche. N'oubliez pas, M. Christian Pellet, que le mois de mars est un mois particulier pour ce pays. N'oubliez pas, retenez-le. Le mois de mars est un mois particulier de ce pays et moi, je considère que c'est un mois de méditation. Et pour moi qui suis chrétien, c'est un mois de forte prière. Et moi, je suis dans la forte prière au-delà de l'appel que j'ai lancé et nous suivons. Alors, venons donc au sénatorial prochaine, bien entendu, pour renouveler le Sénat du Congo-Brazzaville. Alors, il se trouve que depuis un certain temps, l'opposition congolaise que vous incarnez, puisque je rappelle d'ailleurs que vous êtes président de la Fédération d'opposition congolaise, vous aviez une attitude, celle de boycotter les élections. Et là, on va vers les élections, et si le calendrier est respecté, ça sera en août prochain, donc dans quelques mois. En juillet, bon voilà, juillet ou août. Quelle alternative cette fois-ci? Le statu quo, boycott, ou bien vous allez prendre désormais part, ou voilà, qu'est-ce que vous entendez faire? Comment ça se présente au niveau de l'opposition congolaise? Qui parle de l'élection, qui parle des sénatoriales. Vous savez bien la situation. Et vous pouvez nous la rappeler? Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Tous les gouvernants ne sont pas en conformité avec la loi. Je dis bien tous les gouvernants ne sont pas en conformité avec la loi. Il ne s'agit pas de la politique ou de la langue de bois. Il s'agit d'une question de droit. N'oubliez pas, M. Christian Pellet, qu'en 2015, on s'est battu pour un référendum. On a changé la Constitution pour faire évoluer les institutions. Est-ce que faire évoluer les institutions signifiait l'autorisation donnée au gouvernement de violer dans l'impunité totale la Constitution? Et quand vous me posez cette question, je suis très triste. Pourquoi? Je vois le PCT. Les femmes ont commencé à dire qu'il faut qu'elles aient un quota important comme femmes du PCT au Sénat. Je vois les structures du PCT qui se bousculent. Mais tout ce monde oublie de dire une chose à leurs militants. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Ce n'est pas que je suis contre le PCT, c'est une question de droit. Et les lois qui doivent s'appliquer, ce sont les lois qui ont été adoptées par un Parlement majoritairement du PCT. Comment on fait, M. Christian Pellet? Et je vous rappelle, puisque je profite de l'occasion, et que les militants doivent bien comprendre la situation. Pourquoi je dis que le PCT n'est pas en conformité avec la loi? Première chose, depuis 2002, aucun gouvernant, aucun responsable du Parti congolais du travail, élu ou nommé à une autre fonction publique, n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi. Violation de l'article 55 de la Constitution. Violant l'article 55 de la Constitution, il viole l'article 50 de la Constitution qui dit que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution. Deuxième fait, M. Christian Pellet, en décembre 2019, 2588 congressistes du PCT ont reconduit lors de leur 5e congrès M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait président du comité central du Parti congolais du travail, en fait président du comité central, président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit que le mandat du président de la République est incompatible avec toutes les responsabilités au sein d'un parti politique. Voilà déjà des arguments. Maintenant, quand je continue s'agissant du président, je vous l'ai déjà dit, le président n'a jamais déclaré son patrimoine. Ça veut dire que le président également a violé l'article 77
de la Constitution par lequel il a pris solennellement l'engagement de respecter et de faire respecter la Constitution. Donc, vous avez des gouvernants qui ne sont pas conformes à la loi, mais qui font comprendre aux Congolais et à l'opinion nationale qu'ils sont conformes à la loi. C'est déjà un acte de tricherie. Mais au fait, à ce sujet-là, vous avez fait recours à la justice. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Non, mais j'ai introduit 2 recours. Le premier recours qui était relatif à l'élection justement du président Denis Sassou Nguesso comme président du Parti congolais du travail, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, mais elle a tenu de faire parvenir ce dossier au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au Premier ministre, au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur, depuis 2020, pour qu'une solution soit trouvée. Jusqu'à aujourd'hui, aucune solution n'est trouvée. Quant au deuxième recours, qui lui était relatif à la loi sur la déclaration du patrimoine, mais la Cour constitutionnelle m'a pleinement donné raison. Vous entendez encore au Congo le simulacre ou la déclaration je ne sais pas, du patrimoine. des déclarations, ce spectacle-là, vous le suivez encore, mais parce qu'ils se sont rendus compte. Même le Premier ministre qui fait du bruit, qui parle de l'autorité de l'État, il n'a jamais, depuis 2011, il est ministre depuis 2011. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, le Premier ministre n'a jamais déclaré son patrimoine. Donc, nous sommes cela veut dire que de vos 2 recours, un seul a été traité par… un seul a été traité par la Cour constitutionnelle et on m'a donné raison. Et depuis qu'on m'a donné raison, les conclusions s'appliquent puisqu'on ne fait plus de déclaration de patrimoine. C'était un spectacle qu'on faisait pour divertir la population. Mais plus grave par rapport à cet article, c'est que l'article 12 de la loi relative à la déclaration du patrimoine dit que lorsque vous ne déclarez pas, mais vous devez être sanctionné. Et dans cette sanction, vous pouvez perdre le quart de votre patrimoine. Or, le Congo a besoin d'argent. C'est ce que j'ai dit au Premier ministre quand je lui ai écrit. Le Congo a besoin d'argent. Voilà des pistes de travail qui devraient permettre au Congo d'engranger de l'argent au lieu d'aller chercher quelques 1000 milliards sur 3 ans au Fonds monétaire. On peut engranger davantage. Parce que si vous prenez rien que les 6 Congolais qui ont 5 500 milliards, si vous prenez le cas, je ne sais pas si je me trompe dans les calculs, ça fait 1375 milliards. Voilà un peu. Oui, mais donc, malheureusement, le Premier ministre lui-même aussi est concerné. Il a fait une déclaration qui n'est pas conforme, malheureusement. Donc, c'est difficile. Oui, mais c'est pour demander à ceux qui créent des problèmes de résoudre ces problèmes. Bon, c'est pour ça que je dis, M. Christian Perrin, c'est pour ça que je ne cesse de dire, le PCT, le Parti congolais du travail, n'est pas en conformité avec la loi. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'au niveau du ministère de l'administration du territoire, sinon de l'Intérieur, il publie des listes des partis soi-disant conformes avec des récépissés et il y met en tête le Parti congolais du travail. Vous voyez bien que vous avez des gens qui ne sont pas conformes à la loi et qui viennent déclarer conformes à la loi des partis qui ne le sont pas. Le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Il faut qu'il le sache. Et il faut qu'il sache que cette fois-ci, nous allons le répéter. Et je suppose que les autorités du Congo prennent bonne note de ça et se disent, ils doivent, bon, les élections, en fait, le schéma peut être lequel, M. Christian, les élections sénatoriales peuvent avoir lieu, mais sans le Parti congolais du travail. Je crois que c'est un schéma vers lequel il faut évoluer. Et je suppose que les gouvernants vont évoluer vers ce scénario. Sinon, tout faire pour se mettre à jour. Voilà, M. Christian. Et donc, je disais, votre posture à vous, c'est quoi par rapport à ces élections? Là, pour les élections sénatoriales, mais vous savez bien que c'est des nominations. Vous savez bien que c'est des nominations. Je vous reprends un exemple, même si cela me crée des problèmes avec les uns et les autres, mais parce que j'interprète la loi. Aujourd'hui, qui est chef de file de l'opposition? Aujourd'hui, qui est chef de file de l'opposition? On ne l'a pas encore. Est-ce qu'on l'a déjà nommé? Pas encore. Mais ce n'est plus une question de nomination quand les choses marchent bien, M. Christian Perrin. La loi dit que lorsque 2 partis ont le même nombre de députés à l'Assemblée, ils sont départagés par celui qui a le plus grand nombre de suffrages exprimés lors des législatives. Donc, il suffit que le gouvernement, que le ministre de l'Intérieur prenne les résultats des élections législatives de 2022
On sort tous les candidats de l'UPADES, on sort tous les candidats de l'IDH-Yuki, on fait un calcul statistique, un calcul mathématique, il suffit d'avoir une machine. En 15 minutes, on a réglé le problème et on dit des deux qui est le chef de file de l'opposition. Mais depuis juillet 2022 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 8 mois, on ne veut pas le faire. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y a un agenda caché. Évidemment, est-ce que ce n'est pas là une reconduction tacite? Mais on ne peut pas reconduire contre la loi. Ce n'est pas moi qui ai pris la loi est prise par le Parlement qui est majoritairement occupé par les gens du PCT. Donc, c'est eux qui choisissent les lois appliquées. Ou une fois que la loi est appliquée, elle s'applique à tous les Congolais. Je ne sais pas, mais s'ils sont dans ce schéma, mais c'est très dangereux. Et je crois, vous avez la réponse à la question que vous vous posez. Si les sénateurs et les députés sont nommés, figurez-vous bien que M. Mirassa ne sera jamais nommé. Vous avez fait une déclaration dernièrement où vous avez d'ailleurs insisté sur les menaces qui pèsent sur les opposants congolais. Et vous-même d'ailleurs en particulier, au cours d'une émission, nous avons eu des révélations sur votre personne, des révélations faites par le docteur Alex Ibakanzabana qui disait qu'on était en train de créer des preuves, de fomenter des preuves juste pour évidemment vous faire accuser, vous personnellement, mais aussi, curieusement, des politiques, j'allais dire, des prisonniers politiques, donc les gens qui croupissent déjà en prison, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko, et on demandait de les citer, question de les incriminer. Et donc, je disais tout à l'heure, votre personne avait été également citée. Pourquoi sont-ils à vos trousses? Est-ce que vous avez une idée pourquoi ils vous en veulent jusqu'à ce point-là? Vous qui ne prenez pas part aux élections, vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous n'êtes pas le président je ne sais pas, le chef de file de l'opposition, vous qui êtes chez vous, qui êtes évidemment président d'un parti politique très influent d'ailleurs, et puis président de l'opposition, mais pourquoi sont-ils à vos trousses? Monsieur Christian Perret, vous soulevez là un problème qui m'attriste beaucoup. Pourquoi? Je vous ai souvent dit que le Congo allait mal, très mal. Et vous avez la preuve que le Congo va mal. Ce que vous dites, c'est régime en fait en quoi, monsieur Christian Perret? L'État congolais complote contre des citoyens. Au monde, il n'y a qu'au Congo que je vois ça. C'est-à-dire que l'État congolais s'organise pour créer des preuves, des fausses preuves, pour incriminer les gens et faire en sorte qu'ils soient emprisonnés, qu'on les réduise au silence. Monsieur Christian Perret, j'ai avec moi la Constitution. Je vais vous lire 2 articles de cette Constitution du 25 octobre 2015. Je prends l'article 8. L'article 8 dit exactement ceci. La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. L'article 15 dit ceci. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Donc, vous voyez bien, à chaque fois, c'est l'État qui doit protéger les citoyens. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique, de sa condition sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. Et là, M. Christian Perret, je vais d'abord vous exprimer ma reconnaissance et ma gratitude pour cette émission que vous avez organisée avec notre frère qui est en exil forcé, il a dit, en France là-bas, pour les révélations qu'il a faites. Quand je prends le premier article que j'ai pris, M. Christian Perret, la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. Dans ces révélations, vous avez fait ressortir quoi? Vous avez fait ressortir que le maître Malonga, un ami, mon avocat, a été empoisonné. On lui a fait inhaler un produit. Il en a souffert. Un produit toxique, par succomber. Est-ce qu'il est normal, M. Christian Perret, qu'après un tel constat, après ce genre de déclaration, que l'État soit silencieux, qu'aucune enquête ne soit menée? Ça veut dire qu'il y a comme des Congolais à qui on doit avoir une certaine attention et il y a des Congolais qui sont faits
pour être pratiquement envoyé à la mort, si je peux m'exprimer ainsi. Et Clément Mirassa fait partie des Congolais qu'on doit envoyer à la mort. D'ailleurs, dans ma déclaration, j'ai fait apparaître un certain nombre de situations qui font apparaître, y compris chez moi. On est venu me chercher jusque dans ma chambre alors que j'étais absent, etc. Tout ça. Et après, j'entends des voix, soi-disant des responsables, dire c'est des dérapages. Monsieur Christian Perrin, le docteur Alex a dit que lorsqu'il a été suivi, lorsqu'il a été auditionné à la CID, il a parlé d'une femme commandant, il a parlé d'un certain Roméo Okombi, il a parlé de 2 ou 3 autres personnes. Est-ce qu'il y a des difficultés à ce qu'une enquête soit faite et que cette enquête soit faite, que la lumière soit faite dans cette affaire? Moi, j'ai écrit au Premier ministre, j'ai envoyé ma déclaration officiellement au Premier ministre, au président de l'Assemblée, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. Mais je n'ai pas envoyé ça comme simple information, comme élément qui doit leur permettre de prendre des décisions. Moi, je suis Congolais, je réclame ça. Il y en a qui disent que c'est des dérapages. Quand je dépose plainte, qu'on sort une ordonnance de non-lieu total, que je fais appel et que 4 ans après, ça ne passe pas en justice, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, monsieur Christian Perrin, je vous dis ce que j'ai déjà entendu, ce que j'ai déjà dit, en liaison avec la question que vous m'avez posée sur les détournements de fonds, etc. La justice s'acharne sur les opposants, laisse libres les responsables des principaux crimes économiques et financiers, violation de la Constitution. Vous pouvez voler au Congo, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous vous promenez comme vous voulez. D'ailleurs, il y a quelqu'un du PCT qui a déclaré que sa conception à lui, ce n'était pas que les gens qui ont volé aillent en prison. Et dit-on que cette personne aspire à devenir président du Congo. Monsieur Christian Perrin, j'en serais triste. Peut-être triste. Il s'agit bien de Christelle Denis Sassou Nguesso, tout le monde l'a suivi. De toute façon, ce n'est pas un secret. Quand vous me posez la question de savoir pourquoi, mais il faut poser la question à ces gens. Pourquoi le discours de Mirassa les inquiète? J'entends certaines personnes qui sont impliquées dans les Panama Papers. Oh, Mirassa. Il y en a même qui parlent de jalousie. Et j'en viens, M. Christian Perrin. Je vous prends un exemple simple. Simple, sur la base des chiffres et des statistiques. Sur la base des chiffres et des statistiques. Je prends M. Denis Christelle Sassou Nguesso, fils du président, né en 1975. Donc aujourd'hui, il est censé avoir 48 ans. Selon les Panama Papers, sa fortune est de 1853 milliards de francs CFA. Expliquez-moi comment il a pu avoir cette fortune. J'ai pu rentrer en possession avec les documents relatifs à l'affaire de son appartement à Miami. Et j'ai vu là-dedans qu'il a déclaré qu'il gagnait par mois 35 000 €, l'équivalent de 21 millions de francs CFA. Et à la fin de l'année, il avait 460 000, 35 000 $ plutôt. Et à la fin de l'année, il avait 460 000 $. Monsieur Christian Perrin, faites le calcul. 21 millions de francs CFA, même si ça apporte 460 000 $, ça vous fait à la fin de l'année 252 millions de francs CFA. C'est l'argent qu'il mérite, c'est l'argent qui a été certainement arrangé de façon contractuelle. Mais faites le calcul, M. Christian Perrin. Ça veut dire qu'au bout de 10 ans, il a 2,5 milliards. Au bout de 20 ans, il a 5 milliards. M. Christian Perrin, expliquez-moi comment il a une fortune de 1853 milliards. Et vous voulez que moi, retraité, pour lequel on ne veut pas que ma retraite soit alignée à l'indice 300, qui a 40 mois d'arriéré, vous voulez que je continue à ne pas réclamer, revendiquer mes besoins, parce qu'il y a des gens, il s'est enrichi comment? Et je fais un lien avec, je m'excuse, je vous avais dit que je ne voudrais pas beaucoup m'étendre là-dessus, avec ce qu'on a dit du FIGA. La leçon qu'on doit tirer du cas de FIGA, c'est quoi, M. Christian Perrin? Le cas de FIGA doit être bien observé par les Congolais, parce qu'il montre suffisamment à partir de quoi les dignitaires du pouvoir, les dignitaires du PCT se sont enrichis en s'asseyant sur les structures qui étaient sous leur tutelle, parce que si c'est au FIGA, où on lève les fonds
on fait cela. Posez-moi, je vous pose la question, au Trésor public, à la SNPC et dans d'autres sujets, comment ça se présente? Ce sont les mêmes pratiques. C'est exactement les mêmes pratiques. Et on ne peut pas se taire devant ce genre de situation. Maintenant, je vous dis, c'est là que je vais terminer sur votre question, c'est parce que Mierassa pose ce genre de problème. Parce que ce Mierassa informe. Et je rappelle au ministre congolais, qu'on a fixé le salaire des ministres à 15 millions. Ceux qui habitent chez eux, M. Christian Perret, même s'ils ne veulent pas mettre ça dans un texte réglementaire, ceux qui habitent chez eux ont une indemnité de logement de 2 millions. Ministre d'État. Le ministre a un salaire de 11 millions. Il a une indemnité de logement d'1,5 million, etc. On leur a fixé ces salaires pour qu'ils ne détournent pas, pour qu'ils ne volent pas. Et je crois que le contrat qu'ils devraient avoir avec l'État, c'est que, ayant ces salaires, puisqu'un ministre congolais gagne même plus que le président français, il gagne même plus que le président russe et le président chinois, il devrait s'en contenter. Donc, quand vous posez ces problèmes de gouvernance, vous êtes un homme à éliminer. Combien de réunions? J'ai été informé de la multitude de réunions qui a lieu dans les milieux du pouvoir pour dire qu'il faut régler le problème de Mierassa. Mais ce problème, ils ne peuvent le régler qu'en m'éliminant. Mais comment ils vont m'éliminer? Moi, je suis là, je continue mon combat. Donc, je vous explique. En tout cas, merci Clément Mierassa de nous avoir éclairé sur cette question. Mais il y a un autre problème, c'est que oui, ça c'est encore vous qui êtes en activité. Mais sauf que dans le même cas, il y a également des montages qui visent le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est déjà en prison pour 20 ans. Alors pourquoi va-t-on encore faire des montages de preuves? Pour l'accuser encore de quoi? Puisqu'il est là apparemment pour toute la vie, 20 ans c'est beaucoup, pour un général qui a déjà, je crois, dépassé la soixantaine. Que peut-on encore rechercher derrière ce monsieur, sur cette tête, je dirais, rasée? Votre question m'attriste. Votre question m'attriste. Et je me pose la question, est-ce que Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas en prison du fait d'un montage? Puisque nous constatons que même pendant qu'il est en prison, on fait des montages. On veut qu'on le cite. On veut qu'on le cite avec Mierassa, avec Paulin Makaya, pour dire quoi? Pour dire qu'il fomente un coup d'État à partir de la prison, alourdit sa peine, fermer les oreilles à toutes les pressions qui sont faites pour dire « Ah, ben, votre monsieur, il est en prison. » Mais quoi? Non, c'est de la méchanceté et c'est de la cruauté. Et je pense, monsieur Christian Perret, que sur ce genre de situation, parce que vous ne vous imaginez pas, lorsqu'on a l'âge de Jean-Marie Michel Mokoko, plus de 70 ans comme nous autres, ce que ça représente 7 ans en prison, et de se dire peut-être qu'il y en aura encore 13. Mais si on veut alourdir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, on a décidé de vous éliminer purement et simplement. Ce n'est pas une bonne chose. Monsieur Christian Perret, je vais vous dire une chose. Les Congolais ont été très préoccupés quand ils ont suivi le procès de Jean-Marie Michel Mokoko, au cours duquel il n'a pas voulu s'exprimer, mais les gens ont compris pourquoi il n'a pas voulu s'exprimer. Par la suite, il y a eu quoi? Il y a eu le procès du général Dabira, qui cherchait un missile pour tuer le président dans son avion. Et moi, je me suis toujours interrogé, pourquoi Dabira a été condamné à 5 ans de prison et pourquoi Jean-Marie Michel André Okombi Salissa. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une autre approche. Parce que pour moi, je ne suis peut-être pas un homme de droit, je ne suis pas juriste, mais je dis qu'il y a une injustice. Il y a 2 poids, 2 mesures. Pourquoi cet acharnement sur Jean-Marie Michel Mokoko? Parce qu'il a levé le doigt, il a dit qu'il pouvait être candidat. Il a dit aux Congolais qu'il avait les capacités de remettre le Congo sur les rails. C'est ça qui lui vaut cette peine? Non, je crois que c'est. Mais maintenant, M. Christian Perret, qu'on a constaté qu'il est l'objet de complot comme moi. Mais j'invite les autorités congolaises à faire la lumière sur ce complot. J'invite les autorités congolaises à faire la lumière sur ce complot. Le docteur Alex a bien cité les gens qui participaient à cette démarche. Je ne parle pas du directeur suivant du territoire, qui en connaît certainement, mais en tout cas, il a cité un certain Roméo Okombi, il a cité une femme qui était commandant, les personnes sont connues. Donc, une enquête doit être menée.
Nous sommes des Congolais, nous avons les droits. Et l'État congolais a le droit de nous défendre, de nous protéger. J'ai lu la Constitution. Qu'ils le veuillent ou non, même s'ils veulent que nous disparaissions de cette planète, mais nous sommes Congolais. C'est mon pays et je dois défendre. Et comme mon pays va mal, je me lèverai toujours pour apporter ma contribution. Donc, je dis qu'il y a une injustice flagrante à l'endroit de Jean-Marie Michel Moukoko. Et cette injustice nous interpelle tous et amène à réfléchir sur la condamnation dont il est l'objet, tout comme André Okombi-Salissa. Parce que, et comme vous l'avez dit, finalement, c'est là encore une preuve que, bon, voilà, ils sont victimes. Sinon, ce sont des prisonniers politiques parce qu'il n'y a pas de raison. Si réellement il y avait un mobile de leur condamnation, pourquoi rechercher d'autres preuves pendant qu'ils sont déjà en train de purger leur peine? C'est là une preuve qu'ils ont été condamnés arbitrairement et bon voilà, et que maintenant on veut chercher des mobiles ou le motif pour essayer de justifier cet emprisonnement. Mais en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Clément Mirassa, merci d'avoir été encore avec nous. Je vais vous laisser quelques secondes seulement pour conclure. Je vous dirai, monsieur Christian Perrin, que je suis très heureux. Le système du PCT a commencé à être mis à nu. Il est mis à nu sur les questions de droit, il est mis à nu sur les questions de lutte contre la corruption. Il se débat avec ça. Mais je leur dis, il faut la justice. Et je reviens à ce que le président Sassou a lui-même déclaré. Je vous l'ai lu. C'est ce qu'il a lui-même déclaré en disant que je rassure qu'il n'y aura ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu frétin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Donc, nous observons. Demain, il semble qu'il y a une commission à l'Assemblée qui va auditionner les personnes qui sont impliquées. Nous suivons, mais nous disons il ne doit pas avoir une situation de deux poids, deux mesures. Tout, je dis bien tout, ceux qui sont impliqués. Et j'invite le Premier ministre, Colline Makosso, à soumettre au président une nouvelle liste de son gouvernement dans lequel il est épuré tous ceux dont nous connaissons les noms qui sont concernés dans les crimes économiques et financiers. Parce que ce sont eux qui ternissent l'image du Congo. Ce n'est ni Clément Mirassa, ni Jean-Marie Michel Moukoko, ni Alex Nzabana, ni Paulin Makaya, mais c'est les membres du gouvernement qui, par leurs pratiques, par leur mauvaise gestion, par les détournements dont ils font l'objet, qui ternissent l'image du Congo. Et ils ont plongé le Congo et les Congolais dans une crise à la fois insupportable et intolérable. Et surtout qu'à sa nomination, Anatole Colline Makosso avait annoncé la restauration de l'autorité de l'État. En tout cas, merci. Et c'est la fin de cette émission. Je vais juste rappeler à nos téléspectateurs de liker s'ils ont oublié, de partager cette émission pour nous aider à parfaire notre référencement et, si possible, de nous laisser un petit commentaire. On se retrouve très prochainement. Merci.